Donc bonjour, bienvenue, je m'appelle Laurent Muratet, j'ai 39 ans, je suis marié, j'ai deux filles. Et donc bienvenue sur ce webinaire sur le digital au service de la relation adhérent et sur comment mobiliser les ressources du digital. Alors moi, vous allez voir, c'est vrai que le digital, c'est un vaste sujet, il y a plein d'éléments à l'intérieur. Moi, je vais vous parler de storytelling et comment on crée des plateformes de storytelling associées à des indicateurs transparents. Et je vous montrerai un exemple concret en fait, que j'ai effectué où c'est l'adhérent qui est mis au centre du projet et qui devient en fait l'ambassadeur du projet. J'utiliserai aussi cet exemple-là pour vous montrer comment on décline ça sur les réseaux sociaux et puis quel un peu best practice on peut avoir sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, et puis je vous parlerai un peu des nouveaux outils digitaux aussi dont on entend parler et comment ils peuvent venir se greffer aussi à ces sujets-là. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter rapidement. Donc moi j'ai un parcours marketing et communication dans des entreprises de taille variée. J'ai commencé à travailler chez Nestlé sur la marque Montblanc. La marque a été vendue à un fonds de pension pendant que je travaillais dessus. Et j'ai suivi un peu cette aventure entrepreneuriale pendant 5 ans. Ce qui m'a beaucoup plu, et bon, même si aujourd'hui c'est un sujet dont on entend beaucoup parler, très vite je me suis intéressé à la filière alimentaire. Et quand on vendait un produit au marketing, la question que je me posais, c'était de savoir qui était derrière le produit, et notamment les agriculteurs. Quand je suis parti de chez Nestlé à chez Montblanc, j'avais eu une interview dans Management, et ils avaient titré un titre qu'avec le temps je trouve un petit peu pas super, mais qui était assez révélateur, qui disait «J'ai enfin rencontré un agriculteur». Et j'ai vraiment axé ma carrière là-dessus, parce que je me suis toujours dit, ben voilà, moi je vends un produit en marketing, je fais de la communication sur un produit. Ben, ce produit, d'où il vient, comment il a été produit, qui est derrière. Alors aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais encore une fois, à l'époque, c'était peu dans l'air du temps. Et donc aujourd'hui, cette question-là, plus mes compétences marketing et communication, je les ai mis à ce service-là pour communiquer auprès de la filière alimentaire et créer du lien justement avec les adhérents. Ensuite, après mon Bon Blanc Matin, j'ai été travailler chez Michel et Augustin en responsable marketing. Ça a été une expérience intéressante sur le sujet dont on va parler parce que finalement, dans les sociétés où vous avez peu de moyens, les outils digitaux, les outils marketing, enfin les outils digitaux en tout cas, ils viennent en premier lieu pour faire connaître un petit peu ce que vous faites. Et c'est souvent, ça prend du temps, mais c'est moins coûteux que d'aller sur des campagnes de communication classiques. Suite à Michel Augustin, j'ai été 5 ans directeur marketing et communication chez Alter Eco, donc une entreprise de produits bioéquitables. Et là, j'ai vraiment réussi à avoir un peu ce que je cherchais, c'est-à-dire on travaillait avec des coopératives, alors dans un premier temps majoritairement dans les pays du Sud, et il fallait traduire finalement, quand les gens achetaient un produit du commerce équitable, ils payent un peu plus que sur le marché conventionnel, et il fallait expliquer aux gens, voilà, si on paye un peu plus, qu'est-ce que ça veut dire en amont de la filière alimentaire. Donc ça passait par expliquer ce que c'était que le commerce équitable, mais surtout remettre les producteurs au centre de leur projet, parce que les meilleurs ambassadeurs, là aussi, c'était les agriculteurs. Et j'ai lancé une gamme issue du commerce équitable français, avec un président de coopérative agricole français, et on a appliqué à la fois les principes du commerce équitable qu'on connaissait au Sud en France, avec la transparence sur le prix, d'où viennent les produits qu'on consomme et pourquoi le prix doit couvrir les coûts de production plus les coûts de fonctionnement de la coopérative. Mais là aussi, au-delà des indicateurs dont je parle et dont je vais reparler tout à l'heure, la question c'était encore de dire, voilà, qui est l'ambassadeur de ce projet-là? C'est les agriculteurs. Donc ça a été la première, voilà, donc c'est mon expérience professionnelle. Et il y a 2 ans, Alter Eco a été vendu et j'ai créé avec cet ex-président de coopérative agricole une entreprise qui s'appelle Terra Vita Project. Alors la personne dont je parle, lui, travaille sur la structuration de la filière alimentaire avec une forte connaissance des enjeux de la coopérative. Et moi, je suis vraiment spécialisé sur le marketing et la communication et ces outils de storytelling associés aux indicateurs transparents dont je vais vous parler. Et je vais m'appuyer sur une expérience sur laquelle j'ai beaucoup travaillé pendant 1 an et demi, sur la filière miel, sur une coopérative qui avait un fort atout, c'est-à-dire la traçabilité, et qui vendait essentiellement son miel en marque de distributeur, mais qui voulait mieux le valoriser en mettant en avant les adhérents de la coopérative au centre de leur projet. Donc ça nous donnera un cas concret. Avant d'aller sur le cas concret, finalement, remettre l'adhérent au centre du projet, j'en ai parlé, c'est construire ces plateformes de storytelling que je vais vous montrer avec les indicateurs transparents. Aujourd'hui, sur Internet, on sait très bien que les gens, enfin plus ça va, moins les gens lisent. Donc on se retrouve avec des sites Internet avec beaucoup de contenu photo,
vidéo, de moins en moins de texte et de plus en plus d'infographie. Et ce qui est nécessaire, autant il y a des supports où on peut créer du contenu écrit, et j'en reparlerai un peu tout à l'heure, mais aujourd'hui, les gens, ils viennent avant tout pour comprendre des choses rapidement, de manière simple, avec de l'émotion, d'où les photos et les vidéos. Mais derrière, si on ne veut pas que ça reste juste, entre guillemets, du marketing avec uniquement des photos de la vidéo, il faut ramener du concret avec des indicateurs. Donc là, je reviendrai dessus. J'avais mis en exemple ce qu'on faisait chez Alter Eco, qui était sur un produit, vous saviez combien touchait le producteur, combien touchait l'organisation de producteurs et d'où venait le produit. Bon, après, selon les cas de figure, et puis les gens qui m'écoutent, il y a plusieurs cas de figure. Il y a des gens qui ont une marque en direct et qui veulent recréer ce lien direct du producteur au consommateur. C'est le cas de figure des apiculteurs dont je vous parlerai. Il y a des gens qui, sur des filières plus longues, et je vais en parler tout à l'heure, qui disent comment je fais pour redonner dans ma filière de la place aux agriculteurs, ou une coopérative au-delà de ces marques qui dit ben moi, en tant que coopérative, je veux recréer du lien du producteur au consommateur, comment je peux faire? Et puis, il y a aussi une nouvelle manière d'imaginer sur des filières, quand on a la coopérative, un ou deux transformateurs, le distributeur. Il y a des nouvelles manières de raconter un peu l'histoire de la filière. Donc, tous les outils dont j'ai parlé, ils peuvent servir au cas par cas à illustrer ces trois problématiques et à utiliser le digital au service de la relation adhérent, parce que dans tout ce que je vais vous montrer, c'est l'adhérent qui est mis au cœur du projet, au centre du projet. Aujourd'hui, bon, si on fait un tout petit peu de théorie rapide, mais c'est quand même important de comprendre et de voir les attentes des consommateurs et de la société civile sur la filière alimentaire. Il y a 96% des consommateurs qui disent, quand ils consomment un produit, je veux avoir une transparence, donc d'où il vient, quel est le producteur qui est derrière, donc bien sûr ce qu'on appelle la traçabilité. Ça, c'est les mots qui vont sortir en fait dans les études. Si on traduit ça en éléments concrets en langage consommateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, ils ont envie de connaître le quotidien des agriculteurs, je dirais presque le vrai quotidien, parce que souvent c'est montré de manière bucolique, voire un peu fantasmée, et là-dessus il y a des choses à réinventer pour dire voilà comment on partage le vrai quotidien et l'amont de la filière avec la réalité, avec les plus et aussi avec les moins, et je pense que ce qu'attendent vraiment les gens derrière, mais ça c'est pas clairement exprimé, mais c'est clairement le cas, ils veulent savoir ce qu'ils financent. Ils se disent, OK, moi j'ai envie de voir qui est derrière, mais en fait, quand ils disent ça, ils se disent, j'ai envie de savoir quand je paye un produit, et si je paye un peu plus cher, ou si je mets en tout cas un montant sur le produit, qu'est-ce que je finance, et finalement, qui est-ce que je finance, et quelles pratiques je finance. Ça, on le voit aussi dans la deuxième attente, qui est de dire, quand je consomme un produit, je veux savoir d'où il vient. Donc ça, c'est 97% des consommateurs. Et qu'est-ce qu'on dégage derrière comme attente? C'est en tout cas l'origine 100% garantie, savoir d'où ça vient. Et de plus en plus, le Made in France. On sait très bien qu'en temps de crise, les consommateurs, ils se rapprochent en tout cas de leurs envies de consommation et ça passe par le Made in France. Et puis après, ils vont dire, je voudrais qu'il y ait une démarche environnementale. Ça, pareil, sont retraduits en langage consommateur. Bien sûr qu'il y a une partie de la population qui veut qu'on ait une démarche environnementale et écologique, mais souvent, ce qui est derrière ça, c'est des produits de qualité et qui sont meilleurs pour la santé. Donc c'est vraiment trois attentes qu'on retrouve et où le digital permet justement d'amener cette transparence de manière conviviale et responsable. Du côté des besoins des producteurs, on a pas mal de producteurs. Alors dans l'exemple que je vais vous montrer tout à l'heure, bien sûr tous les agriculteurs ou tous les producteurs ou tous les adhérents ne veulent pas devenir des communicants. Mais en tout cas, il y en a certains qui sont OK pour devenir des ambassadeurs de leur projet. Et donc il faut en tout cas qu'on identifie dans ces projets-là. Donc pour partager leur quotidien, être en lien aussi avec les consommateurs et encore une fois, montrer des engagements concrets et besoins filières et marques, quand il y a la marque jusqu'au bout, c'est un vrai besoin de communiquer de manière vivante et responsable, de construire la transparence, et je dis bien construire parce que ça prend du temps, c'est-à-dire que c'est souvent des opérations qui sont alors moins coûteuses en termes d'investissement, mais qui sont plus preneuses de temps, parce qu'il faut construire une histoire, il faut la raconter, il faut faire les photos et les vidéos et choisir les indicateurs avec. Et puis tout ça, bien sûr, dans l'objectif finalement de construire la relation, mais surtout d'augmenter la confiance. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de food bashing sur la filière alimentaire. Et la filière alimentaire, enfin la confiance en tout cas sur la filière alimentaire, elle se construit en ouvrant les portes et en remettant des ambassadeurs au centre. Donc ça, c'est aujourd'hui les attentes consommateurs qu'on va avoir de plus en plus. Et aujourd'hui, l'atout, bien sûr,
c'est de mettre l'outil digital au service de l'histoire. Donc ça, j'en ai parlé, de reconstruire ce lien vivant et responsable dont j'ai déjà parlé. Et puis, de dire sur la filière l'origine, d'où ça vient, l'histoire et la traçabilité. Et puis, j'aime bien dire, moi, finalement, ça revient à inventer un peu un nouveau dialogue entre les producteurs et les consommateurs. Alors, comment on fait un peu, comment on peut faire ça de manière assez simple? C'est d'un côté, Internet, ça permet de construire des gabarits Internet, c'est-à-dire qu'on va construire une page Internet, et sur cette page Internet, on va venir incruster des photos et des vidéos, et notamment les indicateurs dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, ces photos et ces vidéos, il y a deux manières de le faire. Soit, et souvent, enfin dans le cas que je vous montrerai, c'est comme ça qu'on l'a fait, on va se déplacer avec des moyens de vidéos et de photos, et on va construire le storytelling, c'est une première étape. Mais moi, ce que je veux faire dans les projets, et ce dont je vous parlerai sur la filière miel, c'est comment on redonne ces outils photos et vidéos au service des agriculteurs et qu'on les forme à ces sujets-là. Parce qu'une fois que vous avez fait des photos et des vidéos, si à chaque fois qu'il faut revenir, vous imaginez les moyens que ça nécessite. Et puis souvent, après, on se retrouve avec du contenu qui devient assez ennuyant parce que vous avez 20 vidéos d'agriculteurs avec à chaque fois les mêmes 3 petites lignes en dessous. Donc la question qui est aujourd'hui peu utilisée, c'est comment on reforme des gens aux outils de communication. Aujourd'hui, avec une perche télescopique, un smartphone, vous avez déjà un outil vidéo qui peut être utilisé au quotidien par une personne formée sur le sujet. Après, par contre, au-delà de l'aspect technique, ce qu'il faut quand même réfléchir, c'est l'histoire. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un grand succès de tout ce qui est vie ma vie, ce qu'on appelle vie ma vie, donc vie ma vie de boulanger, vie ma vie de pompier. Et bien sûr, sur la filière agroalimentaire, on sait très bien qu'il y a des gens qui ont envie de mieux connaître le quotidien des agriculteurs. Et donc, ce genre d'outil, ça s'adapte particulièrement à ça. Donc ça, c'est pour ça que je mettais des producteurs qui peuvent se réapproprier les outils de communication. Et après, on envoie ça sur une plateforme Internet. Alors, soit avec des contenus déjà existants, on peut aussi imaginer le faire en live, enfin, avec un modérateur au milieu pour être sûr du contenu qui passe, pour donner des rendez-vous quotidiens aux gens qui suivent ces histoires-là. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais pour moi, c'est clé, c'est la transparence au service de l'histoire, sur quels engagements concrets elle va s'appuyer. Donc là, je donne des exemples, mais quand on dit l'origine, est-ce qu'on est capable de garantir la traçabilité? Sur le cas du miel dont je vous parlais, garantir la traçabilité de la ruche jusqu'au pot du consommateur en magasin, ça a des vraies implications en termes administratifs, logistiques. Et je vous parlerai aussi dans 5-10 minutes de comment le digital il peut aussi venir aider à automatiser un petit peu cette transparence. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir là, c'est qu'il y a quelques indicateurs, ils sont différents par filière, à choisir, qui viennent appuyer un petit peu ce discours sur la transparence. Une discussion que j'ai eue avec des gens aussi qui peut illustrer ça sur l'aspect photo et vidéo, c'est sur tout ce qui est élevage et abattoir. Aujourd'hui, on a beaucoup de fermes de vidéos dans les fermes. On peut très bien imaginer capter ces flux pour montrer des élevages aussi quasi en temps réel, mais en tout cas pour recréer ce lien du producteur au consommateur et surtout construire cette transparence et cette confiance dont on parlait tout à l'heure. Alors ça, c'est juste un exemple, j'ai passé assez vite, mais c'est quand je parlais de gabarit, en fait, voilà, on arriverait sur une plateforme avec les témoignages vidéo dont je vous ai parlé, et avec ces témoignages vidéo-là, on va venir greffer des éléments sur la transparence, sur l'engagement de la filière, sur l'agriculture et l'alimentation responsable. Et après, on peut choisir autant d'indicateurs qu'on veut. On peut aussi venir capter les flux directement dans les fermes vidéo s'ils existent. Et je vous prenais l'exemple d'une filière longue. En fait, on a un producteur, la coopérative, le transformateur, le distributeur, le consommateur. Aujourd'hui, la traçabilité, en tout cas au niveau administratif, elle existe. Et on peut assez simplement venir collecter les datas qui nous intéressent à chaque intermédiaire. Donc ça peut être des QR codes qui flashent les aimants à chaque intermédiaire pour récolter la data. Mais là, encore une fois, la technique, elle est là au service d'une histoire. Donc c'est venir récolter la data pour raconter un peu l'histoire de la filière et garantir un peu l'origine et l'histoire des producteurs. Alors on entend beaucoup parler de blockchain, d'open data, de self-data. Et c'est vrai que c'est des outils qui peuvent potentiellement être utilisés, mais en fait, si on prend l'exemple du blockchain, c'est juste de dire je garantis qu'il y a une transaction
entre deux ordinateurs, enfin une transaction marchande, qu'elle a été tracée entre deux ordinateurs et qu'elle n'est pas juste centralisée via un serveur. Donc c'est des sujets dont on entend beaucoup parler dans le digital. C'est surtout applicable aujourd'hui au monde financier, où c'est les banques qui vont venir certifier les transactions financières, alors que demain, on va dire, c'est des transactions entre ordinateurs qui vont venir, qui vont être certifiées via le blockchain. En tout cas, on peut, et c'est déjà fait beaucoup aux États-Unis, utiliser cette technologie-là pour venir récolter de la data. Mais ça va être surtout dans des filières alimentaires compliquées. On a beaucoup dans des produits composés. Par exemple, dans une pizza où il y a de la tomate, des olives, etc. Là, on va utiliser ça. Sur des filières plus simples, il n'y a pas tellement d'intérêt à utiliser ça, si ce n'est, par contre, d'utiliser la technologie pour dire, voilà, moi, je veux raconter telle histoire, donc j'ai besoin de telles données, et je vais automatiser un peu la récolte de ces données. Voilà, donc là, je vais vous parler d'un cas concret pour qu'on puisse se dire, voilà, au-delà du discours, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut voir ça concrètement? Donc, je vais prendre la filière miel. C'est un bon exemple de tout ce que je racontais, la filière miel, parce qu'aujourd'hui, vous avez un tiers des miels qui sont trafiqués soit sur le contenant, sur le contenant, donc via de l'adultération du miel, des sirops de sucre ajoutés, soit sur l'origine. Il y a des miels qui vont rentrer en Europe via l'Espagne ou via la Belgique, qui pour certains viennent de Chine. Et quand on fait des contrôles, on va retrouver des pollens de thé à l'intérieur. En tout cas, c'est une étude de 60 millions de consommateurs qui avait clairement montré qu'il y avait un tiers de miel qui était trafiqué. Quand on regarde les attentes consommateurs sur la filière miel, vous avez la première attente consommateur sur la filière miel, c'est de dire je veux savoir d'où vient le miel que je consomme et c'est censé être un produit 100% pur et naturel, donc je veux qu'on me garantisse que ce soit le cas. Donc il y a vraiment une forte attente de transparence cette filière de miel, et c'est un marché où il y a 50% des consommateurs qui vont aller chercher du miel directement chez l'apiculteur parce qu'ils veulent savoir, ils se disent si je vais chez l'apiculteur, au moins je suis sûr que le miel que je consomme, c'est du miel d'apiculteur. Donc le projet que je vais vous montrer, la demande, c'était une coopérative qui a forcément des adhérents, qui faisait beaucoup de miel en marque de distributeur, mais qui avait un atout extrêmement fort qui illustre ce dont j'étais en train de parler, c'était la traçabilité, pouvoir garantir cette traçabilité de la ruche au pot, et puis d'avoir des adhérents qui étaient OK pour dire moi je veux bien m'impliquer parce que nos produits, l'idée c'est de les vendre en grande distribution. Et autant quand on va chez l'apiculteur directement, la personne me raconte son histoire, mais en grande distribution, j'ai moins cette histoire-là. Donc je voudrais pouvoir la raconter à la fois sur mon packaging, mais aussi bien sûr via Internet. Parce que là aussi, c'est un peu l'exemple dont je parlais tout à l'heure avec les débuts de Michel Augustin. C'est quand on a peu de moyens financiers, en tout cas peu de budget marketing et communication, on va utiliser ces outils digitaux et les réseaux sociaux dont on va reparler pour justement pour pouvoir communiquer. Donc là, je vous ai mis juste la homepage du site Internet dont je vous parlais. Donc là, l'indicateur finalement, ça aussi c'est une chose à retenir, ça ne sert pas à grand chose de retenir 36 indicateurs, il en faut 1, 2 ou 3 qui servent l'histoire. Là, l'indicateur, c'est l'origine 100% garantie et comment on va raconter cet indicateur dans le cas de la filière miel. Donc, on a 72 apiculteurs qui sont au sein de la coopérative avec cette idée centrale de dire on a une origine 100% garantie, en plus, en plus de France, dont je vais reparler tout à l'heure, et de miel identifié de la ruche au pot. Alors je vous montre, même si ce n'est pas un outil digital, c'est toujours pareil, le digital finalement dans une campagne de marketing et de communication, c'est un des supports, mais après tous les autres supports doivent être cohérents avec les outils digitaux. Donc là sur le packaging, on va retrouver tout de suite l'origine 100% garantie et le Made in France dont je parlais tout à l'heure, donc avec un drapeau, pour que les gens disent OK, parce que ça c'était l'autre attente, c'est que les gens veulent consommer du miel français. Bon là je sais que l'origine m'est garantie, c'est du miel français. Et on retrouve sur le packaging, donc là, c'est du miel de Gascogne qui est récolté dans ce pot. Il y a deux apiculteurs qui fournissent le miel de Gascogne. Il y a Bertrand dans le Gers et Sébastien à Bruges. Et donc on a la photo de l'apiculteur avec une phrase de son histoire et la provenance. Et quand après vous allez arriver sur le site internet, c'est là où on va justement retrouver des liens avec l'histoire des apiculteurs. Et quand je parle d'histoire des apiculteurs, c'est vraiment leur histoire et
c'est ça que je vais vous montrer quand on parle de storytelling. En fait, ça se travaille, le storytelling, il y a des méthodes. La vidéo, c'est le support du storytelling, mais en amont, il faut préparer le storytelling. En fait, le storytelling, c'est du bon sens. Finalement, on le fait tous plus ou moins naturellement, mais quand on veut l'utiliser en outil de communication, ça se prépare un peu en amont. Donc, quand on va filmer, par exemple, une personne pendant, ce qui est le cas de ce que je vais vous montrer pendant 1 h 30, finalement, à la fin, on va garder 1 minute 30 à 2 minutes grand maximum de ces éléments-là pour avoir l'essentiel du message, et surtout parce que sur Internet, aujourd'hui, une vidéo qui fonctionne, elle va faire de 30 secondes à 1 minute, 2 minutes grand maximum, mais si vous arrivez, enfin, sauf sur sujet mini-documentaire ou sujet spécifique avec des vidéos plus longues, les gens ne regardent plus. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les sites Internet. Aujourd'hui, sur Internet, on attend de la photo, de la vidéo, des interviews, des infographies. Ce n'est pas un endroit où on attend de lire un contenu spécifique. Quand on reparlera si on a un contenu spécifique, il va être sur un autre support et on va renvoyer vers ce support-là pour des cibles spécifiques. En tout cas, pour revenir au storytelling, je vais vous donner quelques exemples concrets, puis surtout, je vais vous montrer ensuite la vidéo pour comprendre comment ça fonctionne. Bon, se présenter, évidemment, et puis demander à la personne quel a été le déclencheur dans sa vie pour ce qu'elle fait aujourd'hui. Donc, dans le cas d'un apiculteur, il y a un moment, forcément, un jour, la personne s'est dit moi, aujourd'hui, j'ai décidé d'être apiculteur. Donc, quel a été ce déclencheur? De pouvoir le raconter, de raconter des anecdotes, surtout une anecdote marquante. Les gens retiennent quand on leur dit vous verrez, dans le cas de l'apiculture, tel jour, à tel endroit, avec mes ruches, il m'est arrivé ça. Ça, c'est très important. Tout ce qui est émotion et passion. Donc, dans les questions qui sont préparées dans le storytelling, il y aura des questions, bien sûr, sur qu'est-ce qui fait que vous vous levez le matin, qu'est-ce qui vous porte au quotidien, parce que c'est des choses que les gens vont recevoir et qui se transmettent. Et puis, une invitation au dialogue ou à la rencontre. Il y a un moment, et on va en reparler après, l'idée, c'est que tous ces projets, même si on parle de digital, c'est que ça puisse permettre, enfin déjà une rencontre au niveau digital, mais idéalement, que les gens puissent se rencontrer, que ça crée aussi un échange quand les projets, bien sûr, s'y prêtent. Mais en tout cas, le digital permet vraiment, en amont d'un lien physique ou d'un rendez-vous physique ou d'un événement, d'amener ces éléments. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais vous montrer une vidéo donc sur le site internet lescompagnonsdumiel.fr, qui est le projet dont je vous parle. Je vais vous montrer une des vidéos qui fait 2 minutes. Et en fait, pourquoi je vous la montre, déjà, c'est pour vous, bien sûr, illustrer ce que je viens de dire, mais les 4-5 points clés dont je viens de vous parler, qui étaient le déclencheur, l'anecdote, une émotion, l'invitation au dialogue et le message à faire passer au consommateur, là, c'est un peu théorique, mais vous allez les retrouver dans la vidéo et vous verrez que si vous trouvez, l'objectif, c'est que ce le soit, mais en tout cas, c'est assez naturel quand on regarde la vidéo et assez condensé pour que ça puisse faire passer le message qu'on veut faire parler. Donc, je lance la vidéo pour que vous puissiez la voir en direct. Je m'appelle Bertrand Stier, je suis installé comme apiculteur professionnel depuis 1982 dans le Gers, sur une petite commune qui s'appelle Pouilly-Roclore, petite commune pittoresque et dans un environnement très très agréable. Depuis l'âge de 10 ans, j'ai eu la chance d'avoir un essaim qui est venu se nicher derrière les contrevendes chez mes grands-parents. Et depuis ce jour-là, j'ai toujours eu un intérêt pour les abeilles. Cet intérêt a grandi, donc j'ai décidé de me lancer dans l'apiculture. Quelques jours simplement après notre mariage, ma femme n'étant pas du tout issue du monde agricole, lors d'une petite transhumance, notre camion de ruches s'est renversé sur la route le soir du 14 juillet. Et vous imaginez un peu les embouteillages, la panique et les conséquences que ça pouvait avoir. Et malgré ça, ma femme est toujours là et on continue l'apiculture. Donc c'était un bon test dès le début de notre mariage pour savoir si on allait continuer à faire de l'apiculture. L'apiculture, c'est un monde, c'est-à-dire que plus vous avancez, plus vous découvrez et plus vous vous rendez compte que moins vous savez. Donc tous les matins, quand je me lève, j'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau. C'est un métier qui est directement lié avec la nature. Et donc, c'est jamais pareil, quoi. Les jours se suivent mais ne se ressemblent absolument pas. Ce que vous mettez en place, vous n'avez aucune idée du résultat que vous allez obtenir. Et c'est un coup de poker permanent. En plus de 30 ans d'expérience apicole, on a vu autour de nous la nature
se dégrader avec une biodiversité qui évolue dans le mauvais sens et avoir des conséquences sur notre élevage. À notre niveau, on ne peut pas faire grand-chose, mais au moins essayer d'attirer l'attention, de faire passer le message pour qu'il y ait des sonnettes d'alarme qui soient tirées. Voilà, donc l'idée c'était la journée des compagnons du miel, je vous expliquerai ce que c'est après. Donc là, je voulais vous montrer donc, une vidéo de 2 minutes qui suit finalement les outils de ce que c'est que le storytelling dans l'optique de faire passer un message clair, accessible et puis surtout de remettre que ce soit les adhérents qui communiquent vraiment sur le projet. Et c'est vrai que moi, je l'ai vraiment expérimenté dans ce projet-là. Bien sûr, il y a le travail avec le conseil d'administration pour définir les grandes lignes stratégiques. Et puis après, finalement, ça suit un peu la méthode dans les outils de marketing. Hein, c'est quoi mon projet, ma vision, c'est quoi ma différenciation et comment je veux la communiquer auprès de quelle cible. Mais ensuite, après, avec le travail avec les adhérents qui sont d'accord pour devenir ambassadeurs de leur projet, c'est extrêmement plaisant d'aller chez eux et puis de se rendre compte que qu'ils ont envie de communiquer, de raconter leurs histoires, que c'est des gens passionnés. Et c'est ce qui, moi, me fait plaisir quand je travaille sur ces projets-là, parce que vous avez un besoin de chaque côté. D'un côté, des producteurs qui ont des messages à communiquer, puis de l'autre côté, une société, des consommateurs qui ont envie d'en savoir plus sur les filières alimentaires. Et donc là, on a été voir justement des adhérents, on a réalisé 6 vidéos que vous allez retrouver sur le site internet. Mais tout le site internet, et je vais vous montrer après 2 parties du site internet, est conçu sous cette idée c'est une filière, l'objectif c'est bien de vendre des produits et du miel, mais c'est avant tout un site d'apiculteurs avec des hommes, des projets, une histoire. Et après, de toute façon, le produit qu'on voit en magasin, il y a le packaging qui raconte l'histoire, mais il y a tout l'univers des apiculteurs, plutôt qu'un site internet qui aurait été juste un site produit finalement sur le miel. Et là, on a aussi ça. Mais c'est vraiment, en plus, l'apiculture, ça se prête quand même à ce genre de sujet. Moi, j'avais vu avant de travailler sur ce projet-là, sur YouTube, vous aviez une vidéo faite de manière très amateur, justement avec un téléphone qui bougeait un peu dans tous les sens, une capture dessin, il y avait 300 000 vues, sans publicité, sans volonté de la personne autre de dire j'ai capturé un dessin dans mon jardin. Et ça montre. Alors, 300 000 vues sur YouTube, ça fait sans aucune démarche de communication, c'est beaucoup. Et ça montre bien que. Il y a une vraie attente sur ces sujets, d'autant plus sur des filières qui s'y prêtent, sur ces sujets-là. Et le vrai atout, c'est que les adhérents sont les mieux placés pour partager ce quotidien-là. Alors là, sur le site internet, je vais vous montrer quelque chose qu'on a fait qui illustre aussi ce côté photo, vidéo et texte. Vous allez voir sur ce que je vous montre finalement. En premier, je vais vous montrer cette partie-là. C'est une partie immersion qui raconte un petit peu ce que je viens de vous dire. Alors, toutes les photos, c'est pas des photos de banque images, hein, c'est des photos qu'on a prises quand on a été rencontrer les apiculteurs. Tous les textes, c'est des textes que j'ai récoltés en parlant avec les apiculteurs. Et c'est vrai que bien sûr, on a pris les belles photos, les beaux textes et les belles vidéos, mais ça reste une réalité, en tout cas, qui vient du terrain et qui n'a pas été conçue. Voilà. Donc là, on a ce mélange de photos et de vidéos. Donc dans cette partie immersion, alors moi, je n'ai pas le son, mais vous allez voir, vous avez du son. On va retrouver des phrases qui sortent des interviews des apiculteurs. Donc pendant la pleine saison, il y a peu de temps pour se reposer, mais dans un tel cadre de travail, nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Et au fur et à mesure, on va retrouver ce mélange de photos et de vidéos qu'on a pu récolter sur le terrain. Alors moi, j'ai un petit... Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai eu un souci technique, mais normalement, ça doit marcher sur votre écran. Donc voilà, on a un mélange de photos sur la rue, sur la reine, les ouvrières, de textes. Voilà, sur le fait que les personnes, ils ont un projet qui sont regroupés autour des compagnons du miel. Là, on va retrouver des vidéos de miel, parce que le processus du miel, il est assez simple. Des choses sur la diversité, en observant l'interaction entre la nature, les abeilles et l'équilibre à trouver.
des rayons de miel. Là, une incrustation de vidéo. Ce que je voulais faire quand j'étais petit, c'était travailler avec les poissons. Donc, qui est Après, issu des c'était interviews la dont je vous forêt, parlais tout à et l'heure. ça finit avec les abeilles. Voilà, et puis jusqu'à la fin, voilà. Donc voilà, des choses assez simples en photo, en vidéo, et toujours pour dire qui est derrière, quelles sont les personnes, et que bien sûr on utilise l'émotion, en tout cas l'aspect visuel pour le montrer. Puis après sur la traçabilité, des choses qui sont faisables très facilement et qui vont avec ça, c'est de pouvoir savoir très facilement tous ces apiculteurs où est-ce qu'ils sont. Donc on a une carte, on va avoir à chaque fois l'adresse de l'apiculteur et où est-ce qu'il est en France. Et c'est vrai que les outils digitaux aujourd'hui, ils permettent quand même assez simplement de montrer tout ça et puis encore une fois de remettre l'adhérent, le projet un peu aux mains, en tout cas de rendre les adhérents ambassadeurs du projet. Je vais retourner sur la présentation. Donc voilà, une traçabilité de la ruche au pot dont je vous parlais. Et puis quand on tire la ficelle, et quelque chose qui me tient à cœur dont je vous parlais, c'est de dire le lien virtuel, il est important, mais comment on donne accès aussi dans un projet, alors bien sûr c'est au cas par cas, accès à un lien physique. Alors dans le cas des Compagnons du Miel, ça s'y prête aussi, on a créé la journée des Compagnons du Miel, où dans cette journée-là, c'était la première édition l'année dernière, il y a 6 ambassadeurs apiculteurs qui ont ouvert les portes de leur rucher au grand public, enfin à la fois à la presse et à la fois au grand public, pour dire aux personnes, voilà, vous avez vécu, sur notre site internet, vous avez un premier aperçu d'une immersion chez nous, venez nous rencontrer et vous allez pouvoir découvrir la vie de la ruche, goûter du miel, et puis bien sûr le tout en famille. Il y a 6 exploitations en France qui ont joué le jeu l'année dernière. Et par rapport à notre thématique d'aujourd'hui, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que vous aviez chaque adhérent de la coopérative qui a choisi de participer au projet. C'était l'interlocuteur privilégié de la presse, parce que la presse la plus puissante aujourd'hui en France, c'est la presse quotidienne régionale, et puis ils sont très friands de ce genre d'opération. Et là, vraiment, au-delà c'était aussi les apiculteurs qui avaient accepté, bien sûr, de faire les vidéos et les photos. Et chaque adhérent, il est devenu ambassadeur dans sa propre région. Et donc, c'est lui qui a reçu la presse quotidienne régionale qui est venue et qui a répondu aux questions. Ce qui n'empêche pas, et j'en reparlerai à la fin pour tout ce qui est quel message on adresse sur quel support, par exemple entre Facebook, LinkedIn, Twitter, ce qui n'empêche pas d'avoir un porte-parole national clairement identifié. Enfin, ceci, là, ils sont clairement identifiés pour être porte-parole au niveau de leur région, la presse quotidienne régionale. Et on a aussi un ambassadeur régional qui est souvent un porte-parole et qui prend la parole quand on va parler de problématiques filières et ce dont je vais reparler tout à l'heure. Donc, je vous ai mis quelques petites photos là, de la journée des Compagnons du Miel. On a eu par exploitation, on a eu environ une centaine de personnes. Il y a eu beaucoup de retombées presse. Et c'est là où on voit bien que les outils digitaux, finalement, ils permettent de communiquer. Bon, bien sûr, il faut qu'il y ait un projet qui ait du sens, qu'il y ait un projet qui donne envie, un projet qui soit dans l'actualité. La chance avec la filière miel, c'est que c'est un projet qui... le miel, ça fait parler de lui, notamment par rapport à la problématique filière dont je vais vous parler, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et voilà, bon, après, la presse est assez friande de pouvoir relayer ce type d'informations. On va aller plus loin, mais c'est bien sûr une présence active sur les réseaux sociaux qu'on va commencer à construire sur ce projet-là. Mais j'en profite justement pour aller vers la fin de cette présentation et pour vous parler des enseignements clés et des outils digitaux associés, de qu'est-ce qu'on va aller raconter sur quel support. Parce que souvent, c'est vrai que comme la photo et la vidéo, ça n'est qu'au service finalement d'une histoire, les outils digitaux, ils sont notamment Facebook, LinkedIn, Twitter et d'autres comme Google+, pour le référencement naturel. Ils doivent bien être coordonnés en amont sur qu'est-ce qu'on va raconter. Sur Facebook, alors bon, quand on a une marque qui veut vendre des choses, c'est toujours pareil, les gens sont intéressés par ce qui les concerne eux avant tout. Donc sur Facebook, les gens vont vouloir des bons de réduction pour les gens qui ont une marque, des recettes.
et partager, éventuellement avoir le sentiment de partager l'aventure. Donc ça marche très bien avec les recettes. Après, le format de Facebook, on sait très bien que c'est une grosse image qui crée de l'émotion, avec un ou deux commentaires, mais les gens ne vont pas aller beaucoup plus loin. Et plus ça va, plus ils sont saturés d'informations. Les gens ne lisent même plus. Ça se passe en moins d'une seconde. Ils voient une photo, ça les touche pas. Ils vont mettre un like ou ils ne vont pas le mettre. Et tout l'enjeu, en tout cas de Facebook, c'est de construire un contenu de qualité, sur de l'émotion, récurrent. Généralement, on met 2 à 3 posts par semaine. Mais ce qu'il faut retenir là-dessus, et moi je l'ai vu dans les projets de Michel Augustin ou chez Alter Echo, en fait, ça crée une audience de qualité. Pour l'instant, je parle toujours de Facebook, ça prend beaucoup de temps. Ça veut dire qu'il faut être régulier, qu'il faut poster le contenu avec les codes dont je vous parlais tout à l'heure. Et en plus, quand on récolte, dans le cas d'adhérents du contenu, idéalement, il y a une personne qui doit récolter le contenu, le remettre en forme s'il faut le remettre en forme, et ensuite aller le poster sur Facebook. Donc généralement, ça nécessite des compétences de ce qu'on nomme souvent community manager, mais en tout cas qui est une modération ou une interface. Et sur Facebook, on va aller parler à du grand public. Aujourd'hui, vous allez aller sur des pages, et puis on crée une page fan pour ça. Il y a des pages aujourd'hui qui vont avoir beaucoup de fans, 50 000, 100 000. Là, la question, c'est l'audience de qualité ou pas, parce que si vous faites ça dans le temps, ça prend du temps, mais les gens qui sont venus sur votre page, ils connaissent vraiment votre projet. Après, pour des coûts assez modiques, aujourd'hui, vous pouvez acheter des fans, vous pouvez mettre 100 €, 200 €, 500 € et grimper très vite. C'est des audiences qui sont de moins bonne qualité. Idéalement, ce qu'il faut faire, c'est coupler les deux, c'est-à-dire avoir un contenu de qualité et de temps en temps acheter de la diffusion quand on fait un jeu concours. Par exemple, sur une marque, ça va être sur des recettes ou pour faire participer à l'aventure, parce que les gens, vous allez les faire cliquer et participer à un jeu. Et ça va bien fonctionner. Alors, le contenu Facebook, il va être différent du contenu LinkedIn et Twitter, où là, si je reprends mon exemple sur Facebook, on aura plutôt le quotidien d'apiculteurs, de l'exploitation. Sur LinkedIn, sur LinkedIn, par exemple, on va être plutôt sur des problématiques de la filière miel. Et autant sur Facebook, on peut avoir un community manager, qui sera identifié si c'est une personne, mais autant sur LinkedIn et Twitter, la personne qui porte le message à les clés, on sera beaucoup plus sur des problématiques filières. Sur Twitter, c'est plutôt un président, un adhérent président de coopérative qui va porter un message. Mais la règle qu'on va retrouver, c'est qu'il y a un contenu à faire avec quel message, sur quelle fréquence, dans le temps. Parce que sinon, le risque, et ce qu'on voit sur beaucoup de projets, c'est de s'essouffler. C'est de dire, voilà, je vais créer tout ce contenu-là. Les réseaux sociaux, je vais y aller parce que déjà, on dit que c'est incontournable et puis parce que je pense que ça va me rapporter des choses. Mais en fait, ça nécessite beaucoup de temps et beaucoup de préparation et de réflexion pour que ça fonctionne et de dire quel message sur quel support. Et après, il y a des petites choses techniques sur le référencement, mais par exemple, d'être présent sur Google+, parce que les moteurs Google, c'est eux qui scrollent Internet, et donc c'est ça qui crée du référencement naturel. En tout cas, le message que je voulais faire passer ici, c'est que tout ça, ça se réfléchit presque en amont de la création de contenu et de support. C'est-à-dire, une fois que je l'ai créé, où est-ce que je diffuse, à qui je m'adresse, et puis bien sûr, ensuite, et là je reprends mes exemples de vie professionnelle passée, comment est-ce que je mesure tout ça et quels indicateurs, quels objectifs me donne et comment je considère que j'ai réussi ou pas. Les outils de médias, un peu de média tracking, ont été beaucoup développés en télé, en presse, sur Internet, c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, il faut se dire pourquoi je le fais. Est-ce que si c'est pour créer, et souvent c'est pour ça à la fin, de l'acte d'achat, comment je mesure le chemin jusqu'à l'acte d'achat, si c'est possible, ou de manière plus simple, le nombre de vues sur une vidéo, le nombre de fréquentations de mon site internet, à quoi je le compare pour savoir si ça fonctionne. Mais si je devais un peu résumer, illustrer l'ensemble de ce que je veux dire, et je pense que vous l'avez compris dans la présentation, c'est qu'il y a tout un travail de fond, de stratégie à faire en amont, tout un travail de forme, on va dire en aval, pour mettre en place ce contenu, et puis ensuite tout un travail de suivi pour que ce contenu il vive dans le temps. Et aujourd'hui, vous avez souvent des projets assez forts au niveau, du projet, mais il y a peu de mise en valeur sur la forme. Vous avez des projets avec beaucoup de forme, mais quand vous grattez un peu, ça manque de fond. Et ça, c'est un peu dangereux, notamment sur les réseaux sociaux, parce que les consommateurs aujourd'hui sont de plus en plus éduqués. Ils échangent des articles, c'est devenu un nouveau média. Donc c'est important, quand on commence à aller sur du digital,
enfin, en tout cas, les garanties qu'on met en avant, il faut qu'elles soient au rendez-vous. Bien sûr, ça ne veut pas dire mettre toutes les garanties en avant, mais celles qu'on met en avant, il faut absolument qu'elles soient au rendez-vous parce que sur Internet, vous avez aussi les gens qu'on appelle un peu les trolls sur les réseaux sociaux. Donc, ils vont chercher ce qui ne va pas. Il y a des gens qui passent leur temps à faire ça. Et donc ça, c'est pareil, ça se travaille, de dire, voilà, ce qu'on dit, est-ce qu'on est capable de le prouver sur les indicateurs transparents et comment on le prouve. Et donc, au-delà de la stratégie, sur le fond, de la mise en forme, un autre point très important, c'est l'implication que ça va demander aux adhérents d'avoir une stratégie digitale. Pour ceux qui sont d'accord, en tout cas, d'être au centre, les gens qui sont d'accord, déjà pour prendre du temps, pour qu'il y ait des vidéos et de la photo qui soient effectuées. Mais s'il y a des crans supplémentaires qui sont poursuivis, par exemple de dire je vais communiquer sur le quotidien des agriculteurs, et ça demande une formation chez eux et ça demande une implication au quotidien. Tous ne sont pas d'accord pour le faire. Et comme dans la vie, tous n'ont pas envie évidemment de le faire. Mais en tout cas, il faut que ça soit clairement suivi, présenté en AG, avec ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Parce que sinon, le risque, c'est que les gens qui participent s'essoufflent. Et là aussi, ils ont besoin d'objectifs pour savoir où ils en sont. Donc voilà, donc moi, la thématique un peu de cette intervention, c'était, encore une fois, je vous disais, le digital, il y a beaucoup de choses dans le monde du digital aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est beaucoup une question en tout cas, comme souvent dans le marketing, la communication, une question de bon sens. Ce qui n'est pas forcément, par contre, que du bon sens, c'est les techniques, on va dire, de c'est quoi le storytelling, comment ça fonctionne, comment je crée une vidéo de storytelling, comment j'y insère des indicateurs et de la photo. Et puis surtout, là aussi, c'est la méthodologie. Quel message je diffuse sur quel support, à destination de qui. Et voilà, une fois que tout ça, c'est bien construit, et là, on capitalise dans le temps. C'est-à-dire que d'année en année, on va construire des projets où les adhérents peuvent reprendre la parole, on va construire de la transparence au service de produits de qualité. Et voilà. Et après, on peut bien sûr imaginer des médias classiques qui viennent appuyer ces discours-là avec des campagnes de communication plus massives, que ce soit de la presse, de la télé ou de la radio. Mais là aussi, ça demande que tout ça soit construit et réfléchi en amont. Donc voilà. Écoutez, je vous remercie pour votre écoute et puis je suis disponible pour pouvoir répondre à vos questions que je vais recevoir en direct. Merci pour votre attention. Et avant de commencer les questions-réponses, je voulais juste dire une chose, c'est que ce séminaire, enfin ce webinaire, il fait référence au séminaire qui va y avoir lieu le 2 juin, organisé par Institut COP de France, sur renforcer le lien avec ses adhérents, un enjeu majeur pour les coopératives. Voilà. Alors, j'ai une question à 16h16 sur les coopératives qui ne sont que sur l'amont. Comment renforcer le lien avec les adhérents via le digital? C'est sûr que c'est un peu ce que je disais au début de la présentation sur les problématiques. Là, je pense qu'important, c'est vous pouvez soit avoir des coopératives qui ont envie de se rapprocher des consommateurs au-delà de leur marque, qui sont que sur l'amont et qui disent, voilà, moi aujourd'hui, même une coopérative qui est que sur l'amont, elle a des atouts concurrentiels. Ça peut être la traçabilité, la qualité. Et de toute façon, elle va vendre ça à des clients de première transformation. Et là, l'adhérent, il peut aussi, bien sûr, être le support de ce que c'est que la qualité pour les liens de première transformation, ce que c'est que la traçabilité. Et pour aller plus loin, idéalement, donc ça peut servir à ça, ces plateformes-là. Et pour aller plus loin, vous pouvez aussi avoir des démarches filières, avec finalement en aval une marque qui va vendre un produit, mais cette marque-là qui travaille avec la coopérative en amont pour dire aussi, nous, tout au long de la filière, c'est un peu l'histoire de la filière dont je parlais tout à l'heure, on est capable de garantir l'histoire de la filière et de la communiquer via les plateformes digitales. Excusez-moi, je regardais les questions en même temps. Mais voilà. Donc, comment réussir à impliquer les adhérents de manière durable? Là aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, c'est surtout le temps amont de la préparation du projet
et de comment on le partage ensemble, soit au niveau du conseil d'administration, mais je reprends l'exemple de la filière miel, il y a tout le travail en amont d'effectuer, et ensuite vous avez tout le travail de communication, donc au niveau des AG, bien présenter le projet, les objectifs, et puis surtout, enfin, moi, ce qui était utile quand je repense à ce projet-là, c'est d'avoir des personnes qui sont elles-mêmes ambassadrices de ce projet-là auprès d'autres adhérents. Donc là, il y a une personne qui était très impliquée, où il y avait d'une part moi qui était en lien avec les adhérents, et puis vous avez cette autre personne qui faisait le relais et le suivi du projet régulièrement pour que les gens sachent où on en est. Parce que la première des choses qu'on entend dans ce type de projet-là, c'est des gens qui disent voilà, moi j'ai pas été informé, où est-ce qu'on en est, ah bon, pourquoi on fait ça? Donc c'est s'assurer que tout le monde est bien au clair sur les objectifs poursuivis. Et c'est vrai que ça prend du temps et c'est souvent sous-estimé. Et ça nécessite en tout cas d'avoir des relais auprès des adhérents qui ont envie de participer au projet. Ensuite, est-il possible de mesurer la performance des outils digitaux? Oui, bien sûr, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors après, on revient à la question des supports, de quels outils on va mettre en face. Sur une vidéo, on va dire je voudrais un nombre de vues. Sur une page internet, on va dire je voudrais un nombre là aussi de vues, en tout cas par mois. Et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que sur Internet, avec Google Analytics, on a accès à toutes ces données d'information-là. Et puis après, on peut toujours aller plus loin. Dans la newsletter, on va calculer le taux d'ouverture de la newsletter, le taux de clic. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est un community manager, en tout cas, qui est alloué à ces projets-là dans une entreprise, il a vraiment des objectifs digitaux qui sont liés à ça. Et puis, on peut aller, là, je pense à un exemple que j'avais en tête, après dire, oui, mais on veut aussi que ça déclenche de l'acte d'achat en magasin. Et voilà, faire des bons de réduction, que le parcours du client sur Internet, ça soit de découvrir le projet, de pouvoir aussi aller jusqu'à un bon de réduction et que ce bon de réduction soit utilisé pour l'acte d'achat en magasin. Et là, on va calculer le taux de remontée des bons de réduction. En tout cas, c'est clé donc oui, on peut. Il existe des indicateurs par outil et on peut vraiment les calculer. En quoi le digital peut permettre de recruter des jeunes dans les conseils d'administration? C'est sûr que là, je pense à l'exemple des Compagnons du Miel, mais un autre exemple, et je pense à ce que j'ai vécu chez Alter Eco quand on a lancé une gamme issue du commerce équitable français. C'est vrai que spontanément, il y a un attrait des jeunes, en tout cas pour tout ce qui est digital, et puis ils sont habitués à être sur les réseaux sociaux, ils sont habitués à communiquer, donc ils sont à la fois intéressés, et puis ils sont surtout volontaires pour pouvoir participer à ce projet-là. Et en plus, ce que j'ai vu, moi, c'est que quand il y a des personnes qui sont depuis longtemps dans les conseils d'administration, ils veulent aussi impliquer les jeunes, ils veulent aussi recruter des nouveaux adhérents. Et les projets que j'ai mis en avant, ils sont surtout destinés, on va dire, à des consommateurs. Mais l'effet, en tout cas boule de neige que ça a, c'est que ça communique auprès des adhérents, que ça peut donner envie à des adhérents de rejoindre la coopérative, et surtout que ça implique les jeunes dans les conseils d'administration, parce qu'ils se sentent à l'aise avec ces projets, et puis ils ont une plus-value à ajouter sur ces projets. Moi, je vois sur les photos, par exemple, j'ai eu un apiculteur qui est venu avec moi, qui est passionné de photos. En plus, il y a des gens qui vont apporter leurs compétences. Alors après, il faut bien distinguer qui fait quoi. Mais en tout cas, ça permet de créer une synergie, puis surtout de l'enthousiasme. Et c'est ça qui est sympa. Alors, bonjour. Alors, quels sont les moyens nécessaires en termes de budget pour mener une stratégie digitale performante? Alors là, il faut bien distinguer. Je distinguerai, moi, ce qui est de l'ordre de la création de contenu. Là, par exemple, sur les exemples dont je vous parle, il y a beaucoup de création de contenu qui vont dire je fais un site internet. Donc un site internet un peu fourni aujourd'hui, sympa, ça va coûter, on va parler entre 7 et 15 000, ça dépend des sites internet. On va parler de plusieurs milliers d'euros, donc pour donner des grandes fourchettes, entre 5 et 15 000 euros. La vidéo, ça demande toujours un peu de moyens parce qu'il faut se déplacer sur place, préparer en amont. Mais quand on fait la photo en même temps, on peut commencer à greffer ça sur des budgets très raisonnables. Là, on va parler de quelques centaines d'euros à quelques milliers d'euros. Mais après, donc là, c'est toute la définition. Et souvent, ça, c'est la création de contenu, on va dire, digital. Il y a un peu de temps de préparation, de stratégique en amont, d'animation pour réussir à faire ça. Et une fois qu'on a fait ça, la question, c'est de se dire, est-ce que je mets de l'argent pour diffuser tout ça ou est-ce que je fais de la diffusion naturelle via les réseaux sociaux en sachant que ça prend beaucoup plus de temps? Si on décide de faire des campagnes d'achat d'espace média pour diffuser les outils,
Là, tout dépend de ce qu'on veut faire. Tout existe, mais c'est sûr que moi, l'enseignement que j'ai pour avoir testé de la presse, de la radio, de la télé, c'est vrai qu'en dessous de 600 000 euros, pour parler de gros montants, on dit, enfin, même si des gens de la télé diront le contraire, c'est compliqué d'aller en télé et c'est surtout compliqué de mesurer les retours sur investissement. Alors qu'aujourd'hui, pour des montants largement moindres, que ce soit de 40 000 à 600 000, parce que tout est faisable après en termes de campagne Internet, on peut faire des choses très sympas. Moi, j'ai fait des choses pour plusieurs dizaines de milliers d'euros. Là, je parle en achat d'espace, qui commencent à être très intéressantes. Et puis surtout, ce qu'il y a avec des projets de fonds qui ont du sens, on a toutes les retombées presse. Et notamment, là, je vois sur le miel, je suis passé sur l'aspect design packaging un peu vite. On a beaucoup de retombées presse dans la presse féminine, grand public, Elle, etc., sur le miel. Et ça, c'est pareil, c'est toutes les retombées naturelles quand on a un projet qui a du fond. Alors, je regarde s'il y a d'autres... J'ai pas d'autres questions. À date. Je ne sais pas si ça veut dire que c'est la fin de la conférence. J'entends un petit peu pour voir s'il y a d'autres questions qui arrivent sur le chat. En tout cas, je suis en ligne. Ok, écoutez, j'ai l'information qu'on arrive à la fin. Donc un grand merci. Encore une fois, c'est en lien avec la relation, la journée le 2 juin sur la même thématique où on est plusieurs à intervenir sur le même thème en chair et en os. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous souhaite une bonne fin de journée de travail. Merci, à bientôt.